Bonjour à tous, bienvenue dans notre atelier Les copropriétés, l'affaire de tous. Alors, de quoi s'agit-il? Dans leur quête de transformation urbaine, bien des collectivités hésitent encore à toucher à leur parc de copropriétés. À tort, leur accompagnement est un des points essentiels de la réussite du renouvellement urbain. Dans cette perspective, l'ANA et l'ANRU déploient outils et interventions tant financières que d'accompagnement. Alors, intervenir dans ces copropriétés, c'est d'abord les identifier et agir sur des immeubles privés habités par des propriétaires ou des locataires, le plus souvent en situation précaire. Le but ultime n'est pas uniquement de restaurer un bâti détérioré, c'est surtout d'améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants de ces immeubles, de ces ensembles et de ces quartiers. Les stratégies d'intervention sur les copropriétés sont en cours de définition sur un certain nombre de territoires. Mais l'intervention de l'ANRU couplée à celle de l'ANA est encore mal comprise ou appréhendée sous un angle financier sans réfléchir en priorité aux ambitions de transformation du quartier et à l'accompagnement du projet urbain pour cette intervention. L'objectif de cette séance, qui se veut plutôt explicative, est de démontrer aux porteurs de projets qu'il est possible d'articuler projet urbain et transformation de son quartier en ayant une vraie ambition sur son parc de copropriété et en poussant à l'extrême l'articulation ANA-ANRU. Alors, c'est ce que nous allons voir avec, pour commencer, Monsieur Bruno Leroy. Bruno Leroy, vous êtes directeur de l'habitat et des parcours résidentiels Montpellier Méditerranée Métropole. Au regard des enjeux liés aux copropriétés à l'échelle de la métropole, quelle stratégie et méthodologie d'intervention avez-vous mise en œuvre en vous appuyant sur le panel d'outils mis à disposition par le binôme ANRU-ANA? Quel diagnostic, quelle stratégie différenciée avez-vous appliquée au quartier de la Mosson et qui figure parmi les 12 quartiers politiques de la ville à Montpellier? Alors, juste avant, j'ai une petite chose à préciser. Cet atelier a été préparé par Hélène Leray, chargée de mission Habitat ancien et copropriété, direction de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs à l'ANRU. Le modérateur de l'atelier, Bastien Lenné, conseiller en stratégie territoriale à l'ANA. Il est également correspondant en région Occitanie et Centre Val-de-Loire. Vous pourrez donc intervenir et poser vos questions aux intervenants pendant toute la durée de notre atelier via le fil de discussion que vous trouverez à droite de votre écran. Voilà, pardonnez-moi, je reviens à Monsieur Leroy et je lui cède immédiatement la parole. C'est à vous, Monsieur Leroy. Bonjour à tous. Donc, j'ai prévu effectivement de vous faire un témoignage sur la manière dont la métropole et la ville de Montpellier, je suis mutualisé ville et métropole, s'y est pris pour définir ses modalités et ses principes d'intervention sur les copropriétés fragiles, dégradées, à partir de l'exemple du quartier de la Mosson à Montpellier. Donc, je vous propose de vous décrire un petit peu le paysage et vous donner quelques repères là, sur le quartier Mosson. À Montpellier, 24 000 habitants, 8 000 logements. C'est vraiment une ville dans la ville. 24 000 habitants par rapport à 290 000 habitants à Montpellier. La métropole, c'est 490 000. On est en entrée d'agglomération, au débouché de la 75, en provenance de Clermont-Ferrand. On est sur un quartier qui a bien des atouts, qui a été bien équipé au fil du temps, qui est desservi par 2 lignes de tramway, mais qui donne encore des signes importants de fragilité, une population fragile, modeste, comme beaucoup des quartiers objets du nouveau projet de rénovation urbaine. Donc, un des enjeux au départ d'intervention sur le quartier, c'était sa taille. Et à cet égard, le projet urbain qu'on a proposé à l'ANRU, qu'il a accepté, prévoit, pour faire très très simple, la création de grands cours paysagers, de grandes ramblas, si vous voulez, dont la vocation est de faire respirer le quartier, de le structurer en sous-quartiers à taille humaine, support de la recomposition urbaine proposée. Donc, il ne s'agit pas s'agissant d'un quartier monolithique, là, il s'agit de l'organiser en sous-quartiers qui ne se tournent pas le dos, bien évidemment, mais en organisant des liaisons nord-sud et est-ouest. Le projet donc, qu'on a conçu et proposé à l'ANRU prévoit classiquement en matière de logement des démolitions, plus de 450, la requalification de plus d'1 millier de logements locatifs sociaux, leur résidentialisation, et lors de la définition du programme d'études de préfiguration du nouveau projet de rénovation urbaine,
L'enjeu a porté aussi sur le devenir des grandes copropriétés verticales du quartier, au nombre d'une quinzaine, pour 2200 logements, à peine moins, dont certaines étaient déjà sous administration provisoire, une autre connue pour être la propriété de marchands de sommeil, d'autres nécessitant des travaux d'urgence. Donc le travail, c'est la diapo suivante, le travail de définition de la stratégie d'intervention sur les copros a consisté, in fine, à opter pour les scénarios là, que vous voyez à l'écran, sur 4 registres d'intervention. Donc je vous donne à voir déjà ce à quoi on a abouti là, tout récemment, sachant qu'on discute encore aujourd'hui avec l'ANRU et l'ANA là, sur ces propositions-là. Et ce que je vous présente là doit faire l'objet d'un avenant à la convention ANRU prochainement. Donc, quatre registres d'intervention, hein, nos 15 copropriétés, 3 très dégradés sur lesquels on est parti sur un principe de recyclage intégral, 2 copropriétés sur lesquelles on prévoit du recyclage partiel et du redressement à côté. Le gros des copropriétés, on est sur un principe de redressement, de réhabilitation, donc c'est 9 copropriétés, et une copro là, de construction récente souffre surtout de l'environnement extérieur et on va apporter des réponses dans le cadre du projet de rénovation urbaine. Alors, comment a-t-on raisonné? C'est la diapo suivante. Comment a-t-on raisonné pour finalement répartir nos 15 copropriétés là, en 4 familles là, au regard de l'intervention qui est prévue? Ce qui a été déterminant, c'est bien sûr le projet de renouvellement urbain. Donc, s'agissant du recyclage des 5 copropriétés là, en totalité ou partiellement, c'est au regard du projet défini de requalification urbaine, donc au regard des cours paysagers qui étaient proposés, qu'on a résolu de partir en recyclage de ces 5 copropriétés. Mais on a croisé ça évidemment avec l'état du bâti, et l'opportunité d'une réhabilitation. On s'est rendu compte que sur certaines copropriétés, le coût de rénovation, de réhabilitation serait trop élevé. Ce qui a été aussi important, c'est la configuration du bâti, des logements inadaptés à la demande. On avait une copropriété avec que des typologies. La situation de marché sur le quartier et sur la copropriété. Et la capacité aussi des copropriétaires à porter un projet de réhabilitation en fonction de leur profil. Fragilité financière de certains copropriétaires, présence majoritaire dans une copropriété de propriétaires indélicats, et profil avéré de marchand de sommeil, ce que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Donc il n'y a pas évidemment de logique là d'intervenir automatiquement, systématiquement en recyclage. C'est bien une situation objectivée qui nous a amené à arbitrer les différents scénarios d'intervention sur nos copropriétés. Justement, la diapo suivante montre comment on a fonctionné, comment on a travaillé. Donc, le message que je veux peut-être vous porter, c'est l'importance d'un état des lieux, d'un diagnostic en amont, donc avec nous concernant donc un observatoire des copropriétés dégradées des copropriétés de plus de 50 lots à l'échelle métropolitain, à l'échelle de la métropole. C'est un héritage du premier projet de rénovation urbaine, et l'agglo puis la métropole a fait évoluer cet observatoire de la ville à la métropole. Cet observatoire nous avait bien montrer la nécessité d'intervenir sur nos copropriétés à la Mosson. On a réalisé des diagnostics multicritères dans le cadre de POPAC. Donc là, on a utilisé la boîte à outils proposée par l'ANA. Donc ça a été, on a pu étudier finement 8 copros dans le cadre de 4 POPAC, avec une approche donc bâtimentaire bien sûr, technique. On a travaillé on a étudié le fonctionnement des copros, leur gestion, et on a regardé de près l'occupation de ces copropriétés, donc le profil socio-économique des copropriétaires. On est descendu, alors s'agissant parfois de grosses copros, les copros que je vous cite, elles font parfois plus de 300 logements. Donc on est descendu à l'échelle de la cage d'escalier ou du bâtiment.
Et vous avez vu que pour certaines copros, donc, la proposition consiste ici à recycler dans la cage d'escalier, à redresser. On a mis assez vite en place une commission de suivi des impayés pour mieux appréhender les difficultés sociales des copropriétaires. Et puis, on a essayé de croiser des informations statistiques ou les éléments qu'on recueillait sur le terrain avec les informations qui nous ont été apportées par les services en charge des polices en matière d'habitat, que ce soit le service communal d'hygiène et de santé, que ce soit l'ARS ou nous-mêmes s'agissant de la compétence péril. Tout ça pour confirmer la nécessité du recyclage ou du redressement des copropriétés concernées. Les outils. Alors, les outils qu'on a et la boîte à outils ANA en rue, comment on se l'est finalement approprié, c'est aussi l'objet des échanges de cet après-midi. Comment on s'est approprié la boîte à outils ANA en rue. Donc, j'évoquais l'Observatoire des copros, la mise en œuvre des quatre POPAC là, qui nous ont permis de faire un état des lieux là, précis, fin 2016. Hein, je n'ai pas donné de jalon en termes calendaires, là, mais c'est important, je pense, de préciser là, comment tout ça s'est déroulé dans le temps. Les POPAC ont été, et l'étude fine des copropriétés ont été réalisées en même temps que les études de préfiguration du NPNRU. Tout ça s'est fait concomitamment et de manière complémentaire par les mêmes équipes, mais ça, je vais y revenir après. Hein. La convention de renouvellement urbain, bien évidemment. Le cadre contractuel avec l'ANA, donc j'ai volontairement pas précisé tout de suite là, que sur la Mosson, on intervient dans le cadre d'une OPA, copropriété dégradée, qui couvre la période 2019-2024. La convention d'OPA a été signée en fait dès juillet 2019. Et là, sur les conseils de l'ANA, clairement, on est parti, on avait de grosses interrogations à l'époque sur leur hors-code, sur les conseils de l'ANA, et pour ne pas le citer, Sébastien Wagner, qui est présent. On est parti sur ce dispositif d'OPA copro-dégradé. Et puis, il nous fallait vraiment un véhicule pour pouvoir intervenir avec notre opérateur maison, et je vais y revenir. Ça a été la concession d'aménagement, qui a été signée en janvier 2020, couplée à un mandat pour le suivi animation de l'OPA. Donc l'ensemble ayant été confié, le mandat d'étude, le mandat pour le suivi d'animation, c'est concomitant, c'est fin 2019, à la SPLA locale qui s'appelle la SA 3M. 3M comme Montpellier, Métropole, Méditerranée. Alors, qu'est-ce qui a permis d'arriver à un projet d'intervention relativement ambitieux? Je crois qu'on nous le reconnaît à l'échelle de près de 3000 logements quand même en copro, hein, entre le quartier Mosson, là, 2200, et puis ce que je n'ai pas cité encore, c'est l'intervention sur une grande copropriété qui s'appelle la copropriété des Cévennes, une copropriété d'un bloc là, dont il s'agit justement d'organiser la scission, 917 logements, sur un autre quartier de Montpellier. Et qu'est-ce qui nous permet d'espérer de transformer l'essai dans la phase opérationnelle? C'est bien sûr la question et la nécessité d'une gouvernance et d'un portage politique affirmé et unifié par le président de la métropole, qui n'est autre que le maire de Montpellier. Alors, ça, je crois qu'il y a vraiment aussi un facteur temps par rapport à ces questions de gouvernance et de portage politique. On est dans un nouveau projet de rénovation urbaine qui fait suite à un PRU1, sur lequel on s'est un peu essayé à l'intervention sur les copros à travers l'intervention sur le quartier du Petit Bar à Montpellier, 800 logements à partir de 2004-2005. On a fait évoluer ce quartier, et cette expérience a été tout à fait déterminante pour passer à une échelle supérieure, finalement, qui est de l'intervention sur un grand quartier comme le quartier de la Mosson, avec une intervention sur plus de 2000 logements et 3000 logements si on intègre les logements la copro des Cévennes. Ce qui a été aussi, je pense, déterminant, c'est l'opportunité qu'on a eue politiquement, hein,
c'est de s'inscrire dans le PIC, dans le cadre du PIC. De ce point de vue-là, le PIC, le plan Initiative CoPro, est vraiment arrivé à point nommé pour nous. On n'est pas tombé, enfin moi c'est ce que j'avais dit là, lors de GRU précédemment là, à Nîmes, les copros, on n'est pas tombé dedans quand on était petit. Hein, on s'y essayait à travers le nouveau projet de rénovation urbaine. On avait à l'époque où Georges Fraisse était maire-président, là, très actif sur les quartiers, mais pour autant assez réticent quant à l'intervention sur les copros, parce que considérant que la puissance publique n'avait pas à intervenir dans le patrimoine privé. Tout ça a évolué dans le temps, et c'est vrai que l'opportunité de s'inscrire dans un plan national d'intervention sur les copros avec la moitié de sites parisiens et la moitié de sites en région, ça a été considéré comme une opportunité qu'il ne fallait pas louper. Voilà. Alors, ce portage politique, il est important parce que c'est quand même des investissements conséquents. Hein. Ce dont on parle là tout de suite, c'est 50 millions d'euros là, en phase 1, donc ce qui a été tout de suite acté par l'ANRU en lien avec l'ANA, c'est 50 millions d'euros. C'est loin s'en faut la totalité des copros là. Hein. Et ça, c'est dans l'attente de l'avenant que j'évoquais, la convention ANRU, dont plus de la moitié, 27 millions, à la charge de la collectivité locale, hein, ville et métropole confondues. Donc 50 millions, 27 millions pour la ville et la métropole. On sait que tout ça, ce sont des retours sur investissement qui s'évaluent dans la durée, peu d'effets à court terme à l'échelle du mandat politique. Donc il faut vraiment que ce soit porté. Et puis la question du relogement, bien sûr, qui est importante au plan politique. Sur des aspects peut-être plus techniques, donc ce qui nous permet aussi de concevoir un projet de cette dimension, c'est la capacité de s'appuyer sur un opérateur maison avec un champ d'intervention élargi. Donc c'est l'aménageur local, la SA3M, avec donc ce véhicule que j'évoquais, la concession d'aménagement, donc par laquelle on a conféré, nous, puissance publique, des missions classiques d'aménagement à l'aménageur, acquérir des biens bâtis, non bâtis, gérer les biens acquis, bien sûr, y compris des commerces en pied d'immeuble avec la délégation du droit de préemption, conduire des études opérationnelles, préopérationnelles, démolir, réaliser les équipements concourant à l'opération, céder les biens, les louer, les concéder à leurs utilisateurs, mais aussi une mission de coordination générale, le montage et l'animation de la GUP, la gestion urbaine de proximité, des tâches de communication, d'accueil des usagers, donc en clair la maison du projet, l'animation et la conduite de la maison du projet, et aussi des permanences d'OPA, la mission relogement, et puis une mission d'accompagnement du renouvellement des syndics, le cas échéant. Tout ça, bien sûr, sous le contrôle de la collectivité. Donc, on s'appuie sur une équipe qui s'est aguerrie au fil du temps à l'intervention en centre ancien, avec des agents qui ne sont pas ceux qui interviennent classiquement sur les AC, mais une direction au sein de la société d'aménagement qui s'est structurée au fil du temps pour intervenir. De notre côté, du côté de la maîtrise d'ouvrage, on a aussi une montée en compétences à travers le projet Petit Bar et en suivant, qui a fait qu'on est aussi capable d'assumer un projet de cette dimension. On partait d'un simple collègue catégorie B là, pour poursuivre ces questions-là, et on est aujourd'hui avec 2 cadres A, 2 chefs de projet, l'un sur le quartier Mosson, l'autre sur le quartier Cévennes, des postes qui sont cofinancés par l'ANA, et c'est tout à fait essentiel. Donc on s'est structuré aussi au fil du temps, et c'est tout à fait important. On est mutualisé, je pense que c'est une dimension qui est importante aussi, ville métropole, on parle d'une seule voix, et on est une direction de l'habitat qui s'occupe de rénovation urbaine, je pense que ça compte aussi. Et enfin, la nécessité de construire des partenariats avec l'ensemble des acteurs. Donc, si on s'appuie, effectivement, c'est cette diapo là que vous avez mis à l'écran, et j'en terminerai par là. Si on s'appuie sur un opérateur, notre aménageur, la SA3M, on n'exclut pas, bien sûr, des partenariats avec d'autres. Donc, l'ANRU, à l'origine, il y a quelques mois, il y a quelques années, là, nous avait orienté assez tôt sur le principe ou sur la possibilité d'une ORCOD-IN,
interrogeant finalement notre capacité à faire, notre capacité à agir sur les copros. Mais les élus craignaient un petit peu, craignaient tout court de se voir dessaisis du pilotage du projet dans sa globalité, puisque ça venait finalement à détacher l'intervention sur les copros du reste. Et ils ont souhaité rester maître du projet dans la globalité. Et puis ça revenait quand même à faire reposer le financement de l'intervention sur les copros par la solidarité régionale au niveau de l'EPF plutôt que par la solidarité nationale. Donc on a travaillé un dispositif d'intervention avec l'EPF Occitanie, qui est un EPF d'État, avec l'intervention de l'EPF en recyclage de 2 copros, un peu moins de 200 logements. Et on est en bonne voie d'aboutir la discussion avec l'EPF. Je n'ai pas parlé du portage, mais dans la boîte à outils proposée par l'ANA et l'ANRU, c'est une question importante. Donc, portage massif pour le recyclage, côté ANRU, portage ciblé pour le redressement côté ANA. Et là, on discute avec CDC Habitat, Action Copropriété, pour éventuellement, c'est encore à l'étude, soulager l'opérateur maison. Et puis, sur les autres copros, rien n'est exclu, on discute encore avec l'EPF et CDC Habitat et les bailleurs institutionnels. Voilà, je crois que j'ai respecté à peu près le temps. Presque, oui. Tout va bien, monsieur Leroy, merci beaucoup. Une première question. N'hésitez pas, posez vos questions. Monsieur Leroy va pouvoir y répondre. Alors, une première question pour vous. En quoi l'intervention de l'ANRU a-t-elle pu guider vos choix dans le déploiement de l'OPHCD? Enfin là, très sincèrement, c'est plutôt l'ANA hein, qui nous a... si vous voulez, on s'est interrogé, je l'ai dit, je l'ai évoqué, on s'est interrogé sur un outil de type ORCODE, ORCODIEN, et on est convenu très vite avec Sébastien Wagner qu'il fallait que la réponse était déjà de mettre en place l'OPA coprocédé qui nous a, j'ai été trop vite, qui nous a permis de faire des travaux d'urgence. Hein, dans la boîte à outils là, offerte par l'ANA, il y a aussi la possibilité de... J'évoquais là en préambule la situation là qu'on a connue au démarrage avec des copros qui nécessitaient des travaux rapides. Et donc l'OPA copro nous a permis d'intervenir assez vite là sur 2 des principales copros là, sur lesquelles il fallait une intervention rapide. Très bien. Alors, une autre question, comment gérez-vous l'attente pour les copropriétés en recyclage? Alors ça, c'est une bonne question. Écoutez, on n'a pas tout à fait résolu la problématique. Je vais vous répondre en vous disant qu'on s'autorise bien sûr à acheter les logements au fil des opportunités, sans attendre le moment là où on va programmer la démolition, évidemment. Donc d'ores et déjà, on acquiert les logements là, quand c'est possible. Cette question est largement encore devant nous, hein, pour être très honnête. Très bien. Bien, on va passer maintenant la parole à Hélène Leray, qui est chargée de mission Habitat ancien et copropriété à la direction de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs pour l'ANRU, que j'ai présenté tout à l'heure, puisqu'elle est à l'origine de l'organisation de cet atelier et qu'elle est notre référent ANRU sur cette question des copropriétés. Et en binôme, elle interviendra avec Sébastien Wagner, directeur du programme Plan national de traitement des copropriétés fragiles et en difficulté à l'ANA. Alors, dans le cadre du NPNRU, plus de 150 quartiers ont été identifiés avec des problématiques de copropriété. Une cinquantaine portent des enjeux de copropriété fragiles, une soixantaine des enjeux importants de copropriété fragiles et en difficulté, et une trentaine avec des enjeux majeurs de copropriété en grande difficulté.
L'objectif du projet de renouvellement urbain étant de contribuer à la requalification générale du quartier, les problématiques spécifiques des copropriétés devront être prises en compte. Afin de parvenir à un traitement efficace des copropriétés fragiles ou en difficulté, vous allez nous montrer comment les interventions de l'ANA et de l'ANRU sont articulées et coordonnées. Stratégie de redressement des copropriétés accompagnée par l'ANA d'une part, avec un accompagnement renforcé dans le cadre du plan initiative copropriété, et d'autre part, l'apport de financement de l'ANRU consacré aux copropriétés les plus en difficulté qui nécessitent un recyclage. Recyclage entendu comme démolition ou transformation, ou bien un portage massif. Bien, c'est à vous. Hélène, je crois que vous prenez la parole la première. Oui, merci Nadine. Merci pour ces propos introductifs. En effet, comme l'a pu le rappeler en fait l'exemple présenté par Monsieur Leroy sur Montpellier, on constate que l'enjeu des copros est un axe fort aussi de nos projets de rénovation urbaine. Voilà, on l'a vu avec Montpellier, avec le PRU dans lequel ils étaient déjà impliqués et leur action qui est démultipliée maintenant dans le cadre du NPNRU, avec une articulation très fine sur la boîte à outils ANA-ANRU, sur laquelle nous pourrons revenir en fait ultérieurement. Mais Sébastien et moi, justement, nous voulions revenir sur cette boîte à outils et rappeler à quel point il était important d'intervenir sur les copros dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Souvent, on fait le focus en fait sur les copros qui sont en grande difficulté, celles qu'on a identifiées, dont vous avez mentionné le nombre, mais on oublie quelquefois ou on met un peu de temps en fait à travailler sur les copros qui sont, on dirait, plus fragiles et pour lesquels pourtant il est important d'intervenir aussi dans le temps du projet NPNRU pour éviter un processus de déqualification comme on a pu le voir hélas quelquefois dans le cas du PRU où les copropriétés n'ont pas été traitées dans le temps du projet urbain. Donc on souhaitait en fait vous refaire un petit point sur l'ensemble de la boîte à outils du processus d'accompagnement, on va dire, qui va du light au plus contraint et le plus contraint est fortement accompagné en fait par l'ANRU, d'autant plus que la mise en œuvre en fait du plan initiative copro a permis de renforcer les moyens d'accompagnement de l'ANA dans ces projets de renouvellement urbain, ainsi que la prime en fait, ma prime rénov copropriété, qui doivent permettre en fait d'accompagner toutes les copros, qu'elles soient fortement dégradées ou en fragilité, puisqu'à partir du moment où une copro est en secteur NPNRU, on l'identifie comme étant une copropriété fragile. Donc, je vais laisser la parole à Sébastien qui va faire le point sur les différents éléments de la boîte à outils que je compléterai pour revenir sur l'accompagnement en rue. Merci beaucoup Hélène. Bonjour à tous. Donc Sébastien Caté-Wagner, je vois qu'on a du mal à dire le Wagner ou des fois le Caté, donc je préfère faire la précision, mais je pense que les gens le connaissent, j'aime bien faire des boutades. Tout d'abord, un petit élément de contexte, et notamment dans le cas de l'ANRU 1, où on a eu un échec, on peut dire, collectif dans l'ANRU 1, c'est qu'on n'a pas traité les copropriétés, le parc privé, dans le cas de l'ANRU 1, était mis de côté. Donc, on pourrait trouver plusieurs erreurs. Et comme je suis l'ANA, je parlerai de l'ANA. À cette époque, on n'avait pas de financement. Donc, on pouvait très peu intervenir dans le cas des copropriétés. On n'avait pas une boîte à outils pour aller de la prévention jusqu'au recyclage des copropriétés. On avait des copropriétés qui n'avaient pas de possibilité de prêt pour pouvoir financer ces travaux. On n'avait pas d'opérateurs pouvant acheter en fait des logements, que ce soit en portage ciblé, en portage massif, dans les copropriétés. Et c'est vrai qu'il y avait d'immenses lacunes qui était dans le cas de l'ANRU 1. Via ce NPNRU et la création du plan initiative copropriété, et je ne reviendrai pas sur l'ensemble des dispositifs parce que Bruno les a très bien décrits dans la description de Montpellier, on a vraiment créé en fait une boîte à outils pour répondre à ces différentes problématiques qui viennent de cette histoire de l'ANRU 1 pour répondre en fait à l'enjeu parc privé qu'on a dans les quartiers NPNRU et qu'ils soient en centre ancien ou dans les territoires de grands ensembles. Cette boîte à outils est, vous voyez le nuage, il y a beaucoup d'outils, mais c'est assez clair, c'est parce que chaque copropriété a son histoire et chaque copropriété nécessite donc un dispositif particulier. Et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une tonne de dispositifs, mais que vous verrez par mon explication, je l'espère claire, en moins de 5 minutes, vous comprendrez tous les systèmes ANA et l'articulation avec nos confrères de l'ANRU, que je remercie de leur accueil dans leur nouveau siège aujourd'hui. Donc, en résumé, ce plan initiative copropriété, ça a été le renforcement
des dispositifs de l'ANA et surtout des finances de l'ANA. On est passé d'un budget moyen de 50 millions d'euros par an pour les copropriétés en difficulté à peu près 200 millions d'euros par an. Et là, en l'espace de 3 ans, et donc je pense que vous le savez tous, collectivités, opérateurs d'État ou même État, que c'est assez rare qu'une agence puisse bénéficier d'une aide aussi massive. On a créé l'ensemble de dispositifs pour aller de l'observation jusqu'au recyclage des copropriétés. Et je me permets aussi de faire un petit mot pour les partenaires nationaux. Tout d'abord l'ANRU, mais qui est à côté de moi et que je remercie de leur intervention dans le cadre des recyclages et du portage massif, mais aussi la Banque des Territoires qui investit aussi fortement en termes d'ingénierie en copropriété et qui travaille fortement avec nous avec une nouvelle convention qui arrive cet été. Donc je fais un peu de teasing, vous la verrez pas, mais qui va être très importante pour l'ensemble des territoires. Un remerciement aussi à un autre acteur qui est Procivis, parce que, comme je vous disais, on avait des problématiques de prêt. En fait, Procivis est là pour faire le préfinancement des subventions et des prêts à destination des propriétaires occupants modestes et très modestes de reste à charge, et tout ça à taux zéro. Donc, il faut quand même le souligner à cette époque. Et en dernier lieu, CDC Habitat, qui présentera à la fin, qui est notre opérateur référent de portage au niveau national, qui était une vraie lacune quand une métropole comme Montpellier a la possibilité d'avoir ce bras armé, comme le disait très bien Bruno, on peut avancer, mais dans des petites collectivités, des petits territoires, de ne pas avoir ce bras armé était vraiment compliqué. Donc, je remercie CDC Habitat d'être vraiment un partenaire efficace dans ce cadre. Je vais vous présenter les différents axes, donc côté copropriété, si on peut aller à la slide suivante. Donc, c'est 3 axes. Le plan initiative copropriété, c'est un axe prévention, prévenir le risque de fragilité et de difficulté des copropriétés, un axe redressement et un axe transformation. Pour l'axe prévention, c'est surtout l'ANA qui est fortement présente, si Hélène, tu en es d'accord, mais grâce on va dire, au protocole de préfiguration, on a pu mettre vraiment en avant cet axe prévention et c'est pour ça que le travail ANA en rue est nécessaire et qu'on est présent aux ces différents CE. En gros, on permet aux collectivités, c'est une vraie boîte à outils, c'est-à-dire que ce n'est pas forcé, de pouvoir créer un observatoire des copropriétés. Donc Bruno en a parlé, donc ce VOC qui est financé par l'ANA, de pouvoir prévenir les premières fragilités. Donc on adore les sigles à l'ANA, donc ça s'appelle POPAC. Donc en gros, c'est de la prévention copropriété, où on intervient pendant 3 ans pour améliorer la gestion des copropriétés, faire les diagnostics multicritères pour voir s'il y a vraiment des grosses difficultés pour passer à un autre programme un peu plus lourd. Et aussi un axe très important depuis ce 1er janvier, c'est aussi réhabiliter, notamment rénovation énergétique, et notamment le dispositif MPR copropriété, dont j'espère vous avez tous entendu parler, parce que dans tous les secteurs NPNRU, en fait, toutes les copropriétés sont d'office bénéficiaires de MPR copropriété fragile, donc avec une aide de 25% des 2 syndicats, plus une prime de 3 000 euros par logement, donc ça peut aller à des aides jusqu'à 50% pour les propriétaires, et donc je mets vraiment l'accent dessus. Vous avez peut-être dans votre territoire pas de copropriété en difficulté en NPNRU, mais il faut absolument que les copropriétés bénéficient, comme les logements sociaux à côté, de la rénovation énergétique. Et de ne pas rater ce coche, et c'est pour ça qu'MPR copropriété fragile est disponible et ouvert à toutes les copropriétés, qu'elles soient en difficulté ou non. Et ça, c'est quelque chose vraiment à mettre l'accent, c'est de ne pas oublier l'ensemble des copropriétés de votre territoire NPNRU. Si on passe à la slide suivante, comme je vous disais, j'accélère, donc c'est le redressement. Donc là, c'est quand on est face à une copropriété en difficulté. Donc, vous voyez la rosace, donc je ne vais pas vous l'expliciter, mais en gros, ce sont 2 dispositifs phares de l'ANA qui sont dedans, qui sont l'OPA copropriété dégradée que Bruno vous a présenté tout à l'heure, qui prend l'ensemble de l'échelle de la motion, mais aussi le plan de sauvegarde quand on est face à une copropriété vraiment très en difficulté, on passe à l'étape au-dessus, et c'est le plan de sauvegarde qui se met en œuvre. Dans cet axe redressement, je voulais surtout vous parler de 2 dispositifs qui me paraissent nécessaires, en tout cas à penser pour les collectivités. Le premier, c'est le portage ciblé. Parce que même quand vous êtes face à des copropriétés redressables, c'est-à-dire qui ne partent pas en recyclage, en démolition, etc., vous avez à l'intérieur de ces copropriétés en fait des propriétaires qui sont impécunieux, en fait qui n'ont plus la capacité d'être propriétaires. Et donc ces gens-là, il faut les aider, il faut les accompagner à pouvoir passer au logement social. Et en fait, cette acquisition de portage ciblé leur permet en fait de trouver une véritable solution et d'éviter aussi l'arrivée de marchands de sommeil ou de propriétaires encore plus impécunieux que ceux qui sont actuellement. Donc c'est un axe fort en fait social, foncier, et qui permet aussi d'aller plus vite dans le redressement d'une copropriété. Le deuxième dispositif dont je voulais parler, c'est la gestion urbaine de proximité. Parce qu'on s'est rendu compte aussi à l'ANRU1, mais
encore, hélas, dans certains quartiers NPNRU aujourd'hui, qu'il y a des visites pieds d'immeuble qui se font dans le cadre de la gestion urbaine de proximité. Et donc, les visites se font, et dès qu'on arrive devant la copropriété, tout s'arrête. Et en fait, on oublie, en fait, dans la gestion urbaine de proximité, les copropriétés, alors qu'il y a un axe fort là-dessus à mettre en œuvre. On peut parler d'ordures ménagères, on peut parler de sécurité, on peut parler de relations entre voisinage, même relations entre bailleurs sociaux et copropriétés. Et il est nécessaire, en fait, d'avoir une vraie gestion urbaine de proximité qui, en fait, agit tout de suite et qui impacte la vie quotidienne des habitants. Et cette gestion urbaine de proximité du parc privé est financée aussi par l'ANA. C'est un des nouveaux axes de boîte à outils. Je ne parlerai pas des financements de travaux parce que vous trouverez tout sur notre site internet où on est capable de financer de 35 jusqu'à 100% dans le cadre de travaux d'urgence. Mais en tout cas, il y a une panel d'outils qui est importante. Et on va aller dans le dernier axe, c'est plus un axe, on va dire, en rue en tout cas, qui est sa cœur de machine, c'est le recyclage. Dans le recyclage, l'ANA a déjà fait ça historiquement et je vais parler de la résorption de l'habitat insalubre en centre ancien. Donc, il faut un arrêté d'insalubrité remédiable. Aujourd'hui, la carence, mais là, il faut une DUP carence. Donc, on est au niveau de l'ANA quelque chose de très micro, c'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de faire de l'aménagement. On parle vraiment copropriété. La copropriété va mal, il faut aller à la démolition. On démolit la copropriété, mais on ne sait pas faire de l'aménagement à l'Agence nationale de l'habitat. Et je laisse, bien entendu, Hélène parler aussi du portage massif et du recyclage. Alors, pour compléter la boîte à outils, comme vous a expliqué en fait Sébastien, on est bien dans une complémentarité en fonction de la situation des copropriétés. Et pour revenir sur une des questions en fait qui a été posée notamment à Monsieur Leroy tout à l'heure, dans la stratégie en fait d'intervention sur les copropriétés, on est bien tout d'abord à la fois dans un diagnostic et des perspectives de projet urbain, et surtout dans un diagnostic des copropriétés pour décider en fonction de leur situation du bâti, la situation de la copro et par rapport au projet urbain, si on doit aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement. C'est à partir de là, en fait, où on peut, en fait, au vu du diagnostic multicritère sur les copropriétés, décider de basculer, en fait, ces copropriétés dans une perspective de portage massif ou de recyclage. Donc le portage massif, il vise non pas comme le portage ciblé de l'ANA qui lui se concentre en fait sur quelques lots répartis dans la copropriété pour aider les copropriétaires en réelle difficulté et pour mettre aussi un petit peu la main dans la copro et pouvoir accompagner son redressement. Le portage massif, lui, vise bien à une acquisition en fait globale de la copropriété pour la transformer. Ensuite, la question, c'est de savoir en effet quand je la transforme pour faire quoi? Du logement social. Il faut évidemment se poser la question de est-ce qu'il est pertinent de remettre en fait du logement social sur ce secteur si on est en quartier NPNRU avec déjà une forte problématique de logement social. On revient sur les débats de ce matin qui ont eu lieu sur les besoins de mixité sociale dans les quartiers. Et ensuite, en fait, donc la question de savoir si c'est pas du logement social, en quoi on transforme ces copropriétés. Et surtout, on revient sur un des points qui sera un des points aussi, je pense que en fait Aurélien en parlera, sur la capacité des opérateurs à faire. Lorsqu'on est en fait en portage massif, il faut avoir des opérateurs présents sur le territoire, qu'ils soient SEM, EPL, EPF, EPIF pour l'Île-de-France ou CDC Habitat Copropriété pour pouvoir intervenir puisqu'on est sur en fait des opérations extrêmement lourdes à porter pour les collectivités et donc pour les opérateurs auxquels elles font appel. Et sinon, la stratégie peut aller, comme on le voit en fait sur la mousson actuellement et comme c'est travaillé dans le cadre du projet NPNRU et comme vous l'avez vu ce matin sur les retours d'expérience sur Melouse et Saint-Étienne-du-Rouvray, jusqu'au recyclage. Le recyclage visant, lui, à la démolition de la copropriété, à la disparition de la copropriété pour en faire en fait de l'aménagement un autre projet dans le cadre de la stratégie urbaine. Donc voilà, donc là vous avez l'ensemble en fait des outils et de la boîte à outils mise en place par l'ANA et l'ANRU. Les petits points, je dirais, importants, et c'est ce que vous a fait passer aussi comme message Sébastien, c'est que dans la définition en fait du projet urbain, et puis on le voit encore sur certaines visites de sites, souvent on nous dit on n'a pas de difficulté avec les copropriétés, donc on ne les regarde pas. On a un prisme très renouvellement urbain, et donc à partir du moment où on n'identifie pas la copro comme en difficulté, on ne vient pas l'accompagner.
il est absolument nécessaire, et c'est le résultant en fait du PRU1, qu'on vienne accompagner y compris ces copropriétés fragiles. Et sur les copropriétés en réelle difficulté, bien évidemment, l'accompagnement, il se fait particulièrement par l'ANRU, par le biais du recyclage à un fort taux de 80% de taux de subvention sur l'assiette subventionnable et en portage massif, mais il se fait évidemment aussi avec un besoin d'opérateurs conséquent, qu'il soit au niveau local ou qu'on fasse appel en fait à un niveau national. Voilà. Donc tout ça dépend évidemment, pour revenir au premier propos de Monsieur Leroy, au diagnostic sur les copropriétés, avec l'articulation avec le projet urbain. Très bien, merci. Merci Hélène. Sébastien Caté-Wagner, vous souhaitez intervenir à nouveau ou je passe aux questions? Nous avons une question particulière. On peut passer aux questions. Alors, on y va. Alors, on a une question. L'outil OPH, copropriété dégradée, peut-il être un outil adapté aux petites copropriétés de centres anciens en renouvellement urbain? Qui prend la réponse? Alors, la réponse est tout dépend. On aime bien, Alana, dire tout dépend. C'est déjà, par exemple, vous avez à Saint-Ouen une OPA CD qui est multisite, qui prend l'ensemble des copropriétés. La ville de Paris aussi fait une OPA CD multisite avec cette sélection de copropriétés qui est mise en place. Donc oui, c'est possible. Après, tout dépend dans votre centre ancien s'il y a une problématique d'habitat indigne forte avec des programmes type RHI, Thierry à mettre en place, ou c'est plutôt l'OPA-RU avec un volet copropriété en difficulté qui peut être intéressant. Donc tout dépend du diagnostic. C'est juste un sujet, on va dire, copropriété en difficulté. L'OPA CD multisite marche très bien en centre ancien. Si vous avez un sujet problématique d'habitat indigne forte dans votre territoire, c'est plutôt une OPA renouvellement urbain avec un volet copropriété en difficulté. Si je peux me permettre de compléter, évidemment, là, on a présenté la boîte à outils et on a plutôt un prisme, en fait, quartier, comme on le voit sur Montpellier, comme on l'a vu sur Mulhouse, Saint-Étienne-du-Rouvray, des quartiers un petit peu traditionnels d'habitat social. Évidemment, le volet en fait accompagnement des petites copropriétés en centre ancien, c'est un des prismes importants aussi quand on est en quartier NPNRU centre ancien, puisqu'il y en a, ou lorsqu'on est en fait dans le PNR 4. Parce que bien évidemment, l'accompagnement et la boîte à outils mise en place en fait par l'ANA et l'ANRU s'applique aussi sur les quartiers en fait anciens en NPNRU. Très bien. Alors, une question de la ville de Bastia qui nous dit qu'elle a un QPPV qui se limite au parc locatif social. Est-il envisageable de bénéficier des outils de l'ANA sur les copropriétés que nous savons fragiles, voire dégradées, situées sur les franges du périmètre NPNRU QPV? Eh bien, oui, mon capitaine, puisque l'ANA ne travaille pas que sur les QPV et les zones NPNRU. L'ANA est France entière, donc l'ensemble du territoire peut bénéficier des différentes boîtes à outils de l'ANA, donc aucune difficulté pour nous d'intervenir en frange de quartier. Et notamment, je reviens sur la rénovation énergétique qui est essentielle aussi à rénover en bordure de quartier parce qu'il y a une forte concurrence qui est mise en place par les constructions neuves qui sont faites par les NPNRU. Vous avez de beaux immeubles qui se mettent en place et il faut absolument cet effet de concurrence soit le plus pallié possible en faisant la rénovation énergétique des copropriétés existantes. Bien, merci. Y a-t-il d'autres questions, Bastien? Pour l'instant, pas d'autres questions. On va passer à Monsieur Aurélien Souchet. Alors, Aurélien Souchet, vous êtes directeur adjoint à la direction de la rénovation des copropriétés dégradées pour CDC Habitat. Alors, les SEM, SPL, EPF, EPFIF, EPFL, aménageurs privés, etc., sont autant d'opérateurs locaux sur lesquels les collectivités peuvent s'appuyer pour développer leur intervention.
Dans le cadre du plan initiative copropriété, CDC Habitat s'est aussi engagé à venir en soutien aux collectivités. Aurélien Souchet, vous allez nous présenter la stratégie d'intervention et l'offre de services que propose CDC Habitat à destination des acteurs locaux et vous nous ferez la démonstration d'un déroulé type d'une opération de portage. C'est à vous. Bonjour, on va essayer. Alors, juste en quelques mots, CDC Habitat, on est un groupe bailleur social, historiquement le groupe Essénie, on fait un peu plus de 500 000 logements, on va du très social avec Adoma, qui est une filiale de notre groupe, du logement social et du logement intermédiaire au libre, ou même du logement des fonctionnaires du ministère de la Défense. Et on intervient sur toute la France. Donc on était, comme l'a dit Sébastien Wagner, KT Wagner, parce que je ne vais pas le vexer, tout à l'heure, on a été identifié comme opérateur de portage au moment de la création du PIC. Donc l'idée, c'est qu'on peut intervenir sur toute copropriété en difficulté pour faire des opérations foncières, que les copropriétés soient en quartier prioritaire ou non, en ANRU ou non. Il y a une stratégie dans laquelle on s'inscrit, mais on voit que majoritairement, c'est-à-dire 80 à 90% des sites sur lesquels on intervient sont en ANRU et il me semble 100% en quartier prioritaire. Alors pour ça, on s'est organisé de deux façons. On a créé une foncière, une filiale de CDC Habitat qui s'appelle CDC Habitat Action Copropriété, dont le but est entièrement d'acheter des logements dans des copropriétés. On a aujourd'hui un capital à hauteur de 5 millions d'euros, mais qui pourra atteindre jusqu'à 80 millions d'euros. On a aussi capitalisé à hauteur d'1 million d'euros des fonds propres sur CDC Habitat Social, qui est notre filiale HLM, pour pouvoir porter de façon, je l'expliquerai après, de façon transitoire des logements dans les copropriétés de manière assez rapide. Et l'idée à terme, c'est qu'on puisse aller jusqu'à l'acquisition de 5000 logements sur toute la France. Et on a aussi, c'est l'une des questions, hein, ce que disait Hélène Leray tout à l'heure, on a créé une direction dédiée à la rénovation des copropriétés dégradées il y a de ça 2 ans, où on n'était qu'une petite personne, et aujourd'hui, on est, si je ne dis pas de bêtises, on est 13. On peut passer à la suite. Donc, l'idée, c'est qu'on intervient sur 2 champs. Comme ça a été présenté avant, il y a 2 types d'interventions possibles en termes d'action foncière dans une copropriété. La première, c'est celle de droite, c'est l'opération de portage ciblé. Effectivement, quand il y a une OPA, un plan de sauvegarde, il y a une première entrée, c'est d'assainir les finances de la copropriété, de réguler les instances de gestion et de réaliser les travaux. Mais comme ça a été souligné juste avant, il y a un enjeu aussi d'entrer dans la copropriété pour éviter que des propriétaires impécunieux rentrent. Alors, soit des propriétaires occupants qui viennent là par défaut, parce que les prix d'acquisition sont très bas et que finalement, ça peut sembler intéressant de prime abord d'être propriétaire plutôt que d'être locataire du parc privé ou du parc HLM. Et ça, il y a aussi un attrait très fort pour les marchands de biens ou marchands de sommeil ou marchands de biens tout court qui voient des endroits où le prix de foncier est très faible, certaines valeurs locatives. Et du coup, ces 2 types de propriétaires auront à la fois du mal à comprendre les mécanismes d'une copropriété ou de s'investir dedans et à payer des travaux de copropriété. Donc l'idée, quand on fait du portage ciblé, c'est d'acheter 15 à 20 jusqu'à 40% pour les toutes petites copropriétés des logements en diffus, donc soit à l'amiable, soit par préemption, soit par adjudication, pendant une certaine durée, dans l'idée de redresser les comptes de la copropriété et aussi d'investir les instances de la copro pour faciliter le vote de travaux et faciliter un mode de gestion normal au sein de la copropriété. Et l'idée à terme, c'est de ressortir de la copro. Le deuxième type d'intervention, qui est le recyclage, qui est sur la voie de gauche, et du coup, qui concerne plutôt les copropriétés qui ne peuvent pas rester copropriétés à cause d'un état technique ou financier trop fort. Et là, l'idée, c'est de démolir ou de transformer les bâtiments en logements sociaux via des procédures d'expropriation. Et c'est quelque chose qu'on est en capacité de faire. Je dirais qu'au milieu, il y a la question du portage massif. C'est des copropriétés qui nécessitent la présence d'un bailleur, d'un opérateur foncier sur le long terme. Et l'idée, c'est plutôt d'acheter peut-être 50-60% des copropriétés. C'est aussi des copros qui peuvent être entre deux. Est-ce qu'il faut être plutôt sur du redressement, sur du recyclage, mais sur lesquels on sait que le redressement à une acquisition de 15-20% sera peut-être pas suffisant, mais pour des raisons
financière, juridique et aussi stratégique, il n'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à un recyclage complet. On peut passer à la suite du coup. Alors, comment on intervient concrètement? Tout à l'heure, je vous ai parlé de notre foncière qui s'appelle CDC Habitat Action Copropriété, qui est une filiale privée. Pour être missionné par les collectivités, il faut passer par des systèmes de concession qui nécessitent un système de mise en concurrence qui demande du temps parce qu'il faut mettre en place un appel d'offres. Nous, on croit beaucoup à ce type de contrat parce que c'est des contrats qui installent dans le temps. Une opération de portage, ça ne prend pas 3, 4 ans. On va être sur le temps long, 10, 15, 20 ans. Et du coup, en 10, 15, 20 ans, il peut se passer beaucoup de choses à la fois au sein de la collectivité, des changements de majorité, des fois des changements d'orientation. Il peut se passer aussi beaucoup de choses au sein de CDC Habitat, avec des réorganisations qui sont possibles. Du coup, quand on a un contrat de concession, on stabilise les choses. Les deux parties sont engagées sur le long terme, on a des objectifs à tenir sur la durée. Et nous, on croit beaucoup à ça, parce qu'on le voit, on intervient sur pas mal de sites où il y a 2-3 logements qui ont été achetés par une SEM à une époque. Et en fait, 10 ans après, on ne sait plus pourquoi. Ou alors, on a un bailleur social, pour quelque raison que ce soit, était à 4-5 logements. Et 10 ans après, plus personne n'est vraiment au courant. Du coup, l'action foncière n'a pas eu de sens. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'inscrire dans la durée et aussi d'indiquer les droits et les devoirs des uns et des autres. Donc, comme je l'ai dit, ça demande du temps, parce qu'il faut passer par les systèmes de mise en concurrence. Ce qu'on propose, et ce qu'on a proposé notamment au démarrage du plan d'initiative copropriété, c'est de passer par des conventions d'urgence qui seront signées par notre OSH, CDC Habitat Social, et c'est des conventions publiques-publiques qui en fait préparent l'arrivée de concessions et qui nous permettent de mettre assez rapidement un pied dans la copropriété et aussi de stabiliser la stratégie d'intervention où sur des copros où on pressent qu'on va plutôt aller sur le redressement, en rentrant dedans avec notre regard aussi de propriétaire et de fonctionnement de la copro, ça permet aussi d'affiner les études et les stratégies d'intervention de la copropriété. Et du coup, ces modes d'intervention peuvent concerner à la fois une copropriété, plusieurs copropriétés d'un quartier, plusieurs copropriétés d'une ville ou même d'une métropole ou d'une agglomération. Je pense qu'il n'y a pas de schéma unique. L'idée, c'est d'être assez souple et de s'adapter aux besoins du territoire et aux besoins des copropriétés. Alors, du coup, je pense qu'on a un petit schéma derrière qui vient, je sais, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est une carte des interventions sur lesquelles on est actuellement actif. Alors, on s'est un petit peu avancé sur Vaux-en-Velin parce que ce n'est pas encore signé, mais ça va venir. L'idée, c'est de vous montrer qu'on peut intervenir un peu partout en France, à la fois sur des sites très importants où il y a des projets en rue, énormément de dispositifs. Je pense au site marseillais, au site francilien, à Toulouse, et à la fois sur des plus petites collectivités. On a Montargis, on a Nogent-sur-Oise également. Voilà. Des fois, on n'a qu'une copropriété, des fois, on a 10, 15 copropriétés qui peuvent être concernées. On intervient, comme a dit Hélène Leray tout à l'heure, à la demande des territoires, notamment là où il y a une absence d'opérateurs. Il y a beaucoup de territoires qui n'ont pas d'opérateur de portage. Et du coup, dans ces cas-là, on se retournait souvent vers le bailleur social qui n'a pas forcément le réflexe d'intervenir dans les copropriétés dégradées et qui n'a pas forcément l'expertise en interne pour aller là-dessus, parce que c'est des types d'interventions assez spécifiques qui sont différents d'intervention en rue pour un bailleur social où on est en pleine propriété. On maîtrise tout, on maîtrise le calendrier, on maîtrise le plan de financement, ce qui est quand même beaucoup plus aléatoire en copropriété dégradée et qui nécessite un peu plus de flexibilité et du coup une appréhension du sujet copropriété vraiment spécifique et différent de l'intervention en rue qu'on ferait au sein d'un bailleur social. Et l'idée, c'est aussi, on peut intervenir quand il n'y a pas d'opérateur, mais aussi quand il y a un opérateur qui peut faire ou qui sait faire une partie des choses. Par exemple, il y a énormément de SEM ou de SPL qui vont être à l'aise sur les opérations d'aménagement, quand il va s'agir de recycler une copropriété. Par contre, quand il faut aller faire un peu de portage provisoire, acheter 3-4 logements à l'amiable, s'investir dans les instances de la copropriété, sont moins à l'aise. Donc là, on peut venir en soutien de ces opérateurs locaux. Il y a aussi des structures qui, financièrement, sont plus fragiles, parce qu'une intervention en copropriété, il y a un risque financier qui est fort, elles sont fortement déficitaires, et du coup, ça peut représenter un poids financier très lourd pour certaines SEM et certaines SPL. Et là, on peut venir en complément ou en support de ces structures.
Voilà. Donc l'idée, c'est d'être assez souple. On peut aussi intervenir en partenariat avec des structures. En Ile-de-France, on est en train de créer une filiale avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France pour aller sur les opérations de redressement uniquement. En Ile-de-France, l'EPFIF est en charge des ORCOD d'intérêt nationaux à Clichy, à Grigny, à Mantes-la-Jolie et bientôt à Villepinte. Et l'idée, c'est qu'on travaille ensemble sur du coup, les projets de redressement sur le temps long sur l'Île-de-France. Voilà. Je n'ai pas beaucoup plus dans le détail. Je ne sais pas s'il y a des questions. Et après, on est de toute façon dispo pour apporter des réponses plus précises sur vos territoires. Merci, merci Aurélien Souchet. Alors effectivement, il y a des questions. La question première est: CDC Habitat peut-il intervenir en amont d'un projet d'aménagement quand bien même un aménageur sera amené à intervenir? Oui. Un aménageur, je pense, qui compris serait comme maître d'ouvrage. Oui, bah on peut. Alors c'est ce qu'on a comme principe des conventions d'urgence qu'on a pu mettre en place. Nos conventions, c'est elles durent 2 à 3 ans et qu'elles préparent en fait l'arrivée d'un concessionnaire, qui peut être nous ou un autre. Hein. Déjà une concession, il y a une procédure de mise en concurrence, ou alors quand c'est un opérateur local SPLA, on échappe à la mise en concurrence. Ça arrive et puis c'est des mécanismes ça fait partie des discussions qu'on a en amont, mais c'est tout à fait possible. Bien, merci beaucoup. Et y a-t-il des conditions à réunir pour que CDC Habitat intervienne? Je pense que la première, c'est qu'il y a une stratégie partagée. On n'intervient pas juste pour faire du portage. Enfin, le portage, ça s'inscrit vraiment c'est ce qui a été présenté, ça fait partie de la boîte à outils. Donc, faire du portage, s'il n'y a pas de dispositif public, s'il n'y a pas de stratégie de travaux, de redressement des comptes, de GUP, on va pas résoudre énormément de problèmes. Ça, c'est la première chose. Après, c'est qu'on se mette d'accord sur un type de contrat, qu'on a un cadre partenarial qui soit assez clair. Après, il y a un cadre financier. C'est que c'est des opérations qui sont en général coûteuses, qui ne sont pas neutres financièrement, qui nécessitent généralement qu'il y ait une participation de la collectivité. Après, il y a plusieurs... Je pense que la première entrée, c'est la stratégie. Il faut un vrai projet. Pourquoi faire du portage? Est-ce qu'il faut acheter 5 logements, 20 logements? Est-ce qu'il faut tout acheter? Alors, des fois, on n'est pas toujours d'accord au départ, parce on porte aussi notre regard de propriétaires et de bailleurs et d'investisseurs. Donc, quand on regarde un immeuble et qu'on voit que les coûts de travaux sont supérieurs à la valeur des biens dans une copropriété, que les charges de copropriété, en fait, sont pas amortissables, même si on était sur une exploitation logement social, ça nous permet aussi de poser des questions. Est-ce que la copro est vraiment dressable? Voilà. Alors, et une dernière question, parce qu'on va devoir bientôt rendre l'antenne et conclure. Est-ce que vous intervenez sur des RHI en tant que bailleur social? Pouvez-vous obtenir les financements ANA? Alors, je suppose que l'idée, c'est est-ce qu'on peut intervenir Alors, je pense qu'il y a deux questions. En RHI, en centre ancien, parce que les RHI, c'est plutôt en centre ancien, on peut intervenir. En général, c'est quand même plutôt les SEM et les SPLA qui sont visés, mais on peut intervenir là où il n'y a pas d'opérateur. Alors, après, on peut faire deux choses. Soit faire l'action foncière, là, que je viens de décrire, on achète des logements. Après, on peut être aussi investisseur final, nous, comme d'autres bailleurs, les filiales d'Action Logement ou les EPH. Et dans ce cadre-là, on peut avoir les financements ANA qui sont financés. Très bien. Merci beaucoup Aurélien pour cette intervention très instructive. Je remercie aussi l'ensemble de nos intervenants pour la pertinence de leurs propos. Et on va passer à la conclusion de notre atelier. Je vais donner la parole à Hélène Leray, pour quelques éléments de conclusion. Hélène, s'il vous plaît, c'est à vous. Oui, alors pour quelques éléments de conclusion, juste quelques rappels par rapport aux interventions qui ont eu lieu, alors à la fois de l'ANA de Montpellier et aussi des autres retours d'expérience. Donc la nécessité, comme vous l'avez compris, et le message qu'on a essayé de vous faire passer, c'est que toute copro qui est en quartier NPNRU se doit d'être accompagnée par un dispositif en utilisant la boîte à outils ANA et ANRU. Cet accompagnement, il doit se faire dans le temps du NPNRU.
dans le temps du NPNRU pour éviter en fait la déqualification des copropriétés, même si les processus contractuels de l'ANA et l'ANRU sont complémentaires, il est quand même nécessaire en fait de ne pas tarder dans l'intervention. Et on l'a vu sur certaines collectivités qui ont contractualisé avec l'ANRU mais n'ont pas encore mis en place le dispositif d'accompagnement des copropriétés. Ce sont des choses que nous suivons dans le cadre des revues de projet NPNRU et qui sont bien embêtantes. Et ensuite, quelques prérequis pour la réussite en fait de son intervention en copropriété. Un portage politique fort qui a été rappelé en fait par Monsieur Leroy, mais aussi ce matin par Mulhouse. Une ingénierie organisée. Gérer les copropriétés, souvent c'est un projet complexe. On a affaire à des copropriétaires, une multiplicité d'acteurs. Le temps de la concertation est compliqué, le relogement aussi. Donc il faut avoir une ingénierie extrêmement organisée et structurée. Le temps de l'opération aussi, le temps de l'acquisition foncière, c'est quelque chose qui peut être assez long et qu'il faut savoir anticiper. Et au-delà de la stratégie définie, comme l'a énoncé en fait Monsieur Leroy, c'est la capacité d'avoir des opérateurs qui peuvent intervenir, ou en tout cas la capacité d'aller les chercher, que ce soit CDC Habitat, les EPF, les SEM, les SPL ou les aménageurs privés, mais pouvoir anticiper, c'est pas simplement construire sa stratégie et ensuite ne pas savoir comment mettre en œuvre les modalités opérationnelles. À l'ANRU, on est quand même très regardant sur la façon dont les modalités opérationnelles vont se mettre en œuvre. Et sur les projets les plus complexes, comme l'a indiqué aussi Monsieur Leroy, et c'était le message qu'on souhaitait vous faire passer, c'est la mise en place en fait d'un travail itératif associant les deux agences pour trouver des solutions. Alors, je crois que dans l'atelier, certains se sont inscrits et on est dans cette problématique actuellement. Mais en fait, c'est pas partir simplement du postulat des RGA et les appliquer au niveau local. C'est aussi, en fait, faire ce travail un petit peu collectif quand les projets sont très complexes pour qu'on trouve les meilleures solutions d'arbitrage et de complémentarité des interventions. Et bien évidemment, tout ce qu'on a pu vous dire peut s'appliquer aussi aux petites copropriétés en centre ancien qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Merci Hélène pour cette conclusion très complète. Et moi, je vais devoir vous quitter puisque l'antenne doit être rendue. Alors, je vous donne tous mes remerciements et j'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.